Transfert fait une pause avant de revenir le 29 mai 2025. En attendant, nous vous proposons d'écouter cet épisode qui vous a fait tant réagir lors de sa première diffusion. C'est un de vos préférés et pour tout vous dire, c'est aussi l'un des nôtres. Bonne écoute! En 2016, dans son film Médecin de campagne, Thomas Lilti a montré la réalité de la vie de ces docteurs qui pratiquent loin des villes, dévoilant l'importance de ces hommes et de ces femmes dans le quotidien des habitants. 7 jours sur 7, à n'importe quelle heure, ils auscultent, soignent, assurent à la fois un rôle de protection et d'autorité. Leurs gestes soulagent et leurs paroles guident. En 1984, après une soirée arrosée, Marie, 17 ans, se retrouve aux urgences à cause de palpitations cardiaques. Elle est rapidement prise en charge par un cardiologue. Vous écoutez Transfert épisode 182, un témoignage recueilli par Anthony Lesme. En 1984, j'ai 17 ans. Je suis pleine de vie, j'aime la vie, je veux parcourir le monde, faire fille au père, aller aux États-Unis. J'aime sortir, j'aime les boîtes de nuit. À 17 ans, je prends ma première cuite. Je me retrouve aux urgences et un médecin, et par la suite mon médecin de famille, me dit d'aller voir un cardiologue. J'avais eu un peu des palpitations, chose que j'ai faite. Je prends rendez-vous avec un cardiologue, Dr Alain, à l'hôpital, l'ancien hôpital de Manosque, et je me retrouve avec lui dans 6 mètres carrés. Et quand je rentre, il me regarde et il me dit « Qu'est-ce que t'es mignonne ?» On commence l'examen, il m'annonce que j'ai une cardiomyopathie destructive, une maladie héréditaire, l'affolement. Et il me dit que je risque d'en mourir. Je me mets à pleurer, je me mets dans tous mes états. Et puis il me dit qu'il est là pour moi et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Il me fait l'écho et il prend une serviette et il m'essuie plusieurs fois sur les seins. Bon. Et il me dit qu'il faut que je vienne le voir dans 20 mois. Il me donne un traitement que je commence, c'était bêta-bloquant. Un mois après, je vais le voir. Et il me dit que ça a un peu empiré, que c'est pas trop bon, qu'il faut que je continue le traitement et que je vienne une fois par mois pour voir pour le traitement. Chose que je fais, je me retrouve encore dans 6 mètres carrés avec lui. Il me fait l'écho, me caresse les seins, puis il me commence à me dire si j'ai une vie sexuelle. Ma vie sexuelle commence et il me dit que quand je fais l'amour, est-ce que j'ai des palpitations ? Comment je fais l'amour? Est-ce que je suis excitée? Bon, je réponds à tout ça parce que pour moi, c'est médical. Je me dis, il y a des choses que je ne dois pas faire parce que je suis malade. Il ne faut pas que je fatigue mon cœur. Et il me dit, si moi je te fais l'amour, moi je ferai attention à toi. Bon, j'en reste là, ça me choque, mais bon, j'en reste là. Moi, c'est un médecin, il est médecin, moi je lui fais confiance, je laisse faire. Je lui dis, je prends rendez-vous. Il me dit non, tu viendras à 12h30 et tu m'attends dans le couloir. Je l'attends dans le couloir, je ne passe pas chez les secrétaires. Je l'attends, il vient à 12h30. Je me retrouve encore avec lui dans les 6 mètres carrés. Et il recommence à me dire que la maladie est encore là et qu'il faut que je continue mon traitement et qu'on verra par la suite. Je continue encore mes bêta-bloquants. Il me reparle encore de sexualité. Là, il me dit si moi je te fais l'amour, je te pénétrerai comme ça. Et, bon. Après, comme je me dis, on a toujours des copains qui font un qui nous parle de bouffe, un qui nous parle des sorties, un qui nous fait rire et un qui nous parle de cul. Bon, ça me choquait, mais je laissais faire, je laissais faire. Je lui pose la question, est-ce que ça empirait si je vais guérir et tout? Il me dit non. Il me dit c'est une maladie héréditaire ou ta mère ou ton père, il y a quelqu'un ou tes grands-parents, alors que mon père n'a jamais eu de problème cardiaque et malheureusement ma mère, je ne l'avais pas.
Mais dans sa famille, il n'y avait pas des gens qui étaient malades du cœur. Et c'est là où peut-être ma vie a commencé à devenir un enfer. Parce qu'il m'a dit que je n'avais pas le droit de trop sortir, de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas aller en boîte de nuit, de ne pas partir en voyage trop loin. Alors que mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Je veux même faire l'armée, parce que ça me plaît. Et il me dit que non. Et je le regarde, je lui dis, mais docteur, je vais rentrer dans un couvent. Je lui dis, vous m'avez tout interdit. Il me dit, c'est comme ça. Il me dit, si tu veux guérir, il faut que tu fasses attention à toi. Je ne sors plus, je ne fais plus la fête, je fais rien. Et je vis dans la peur. J'ai peur du noir, j'ai peur de mourir, j'ai peur de dormir. J'ai peur de partir. Parce que je me dis que si je suis loin, il n'y a que lui qui peut me sauver. Je voulais faire des voyages. J'ai pas fait de voyage parce que je me dis tout le temps, il faut qu'il soit près de moi. Il n'y a que lui qui peut me sauver. Et ce qu'il me disait tout le temps, il n'y a que lui qui pouvait me sauver. À 25 ans, il me dit, on devrait envisager peut-être une opération. Parce que ça avait empiré et qu'il fallait que peut-être m'opérer du cœur. Je lui dis, ok. Et il me dit, tu viendras le 9 mars à la clinique et pas à l'hôpital. Et je lui dis, mais c'est le jour de mon anniversaire. Je dis, vous allez me gâcher mon anniversaire. Je lui dis, après, j'aurai un mauvais souvenir de mon anniversaire si vous me dites que je dois me faire opérer. Il me dit, non, c'est comme ça. Ça sera le jour de ton anniversaire. Le 7 mars, sa secrétaire m'appelle et elle me dit, le docteur Alain ne peut pas vous recevoir. Il vous recevra le vendredi 13. Panique, je me mets à pleurer. Je dors pas, je fais des insomnies, pas le vendredi 13, moi j'ai peur du vendredi 13. Le vendredi 13 arrive, parce que je ne pouvais pas changer mon rendez-vous. Il me dit que ça va, tout va bien, finalement on ne va pas opérer. Je devais aussi subir une petite intervention et la veille, bouton de fièvre. Je suis dans un service en ortho. L'infirmière me dit, comme vous avez un bouton de fièvre et vu la cardiomyopathie, il faut qu'on appelle le docteur Alain. Docteur Alain arrive et il me dit, je vais te mettre sous antibiotiques. Je lui dis, non, je préfère reporter l'opération, je la ferai plus tard. Il me dit non. Il me dit, tu as de la fièvre, un bouton de fièvre, avec ta maladie, cardiomyopathie, il faut te mettre de suite sous antibiotiques. Et vas-y, antibiotiques. Je devais sortir à 11h de l'après-midi et il dit à l'infirmière, vous me la gardez toute l'après-midi. Il me gâche beaucoup de moments de ma vie, tout est mon anniversaire, tout. Début 1994, je tombe enceinte. Je suis enceinte de 4 mois. Mon docteur de famille me dit, tu devrais aller voir docteur Alain. Je vais le voir. Et là, alors que docteur Alain a toujours été gentil avec moi, il a été à l'écoute. Si j'avais un souci de santé, il était toujours là. Et quand je lui annonce que je suis enceinte, en face de moi, j'ai un monstre, un fou furieux. Il me dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Il me dit, mais tu te rends compte, tu vas passer les 2 pieds en avant, tu ne supporteras jamais une grossesse, tu vas mourir, ou sinon c'est ton enfant qui va mourir. Je m'affole, je suis enceinte de 4 mois alors que j'étais contente. Je lui dis, je ne le garde pas. Mais tu t'aurais dû réfléchir avant. Il me dit, tu as mis ta vie en danger. Il me dit, tu te rends compte de ce que tu m'as fait ? Il me dit, à l'accouchement, tu vas passer les 2 pieds en avant. Il me dit, tu ne supporteras même pas une grossesse et tu n'arriveras même pas à terme et ton enfant va mourir. Et moi, je lui dis, alors je ne le garde pas.
je le garde pas. Et il me prend dans ses bras, il m'embrasse sur la joue, puis il me dit « T'inquiète pas, je suis là, tout va bien se passer ». Là, mon enfer a vraiment commencé. Et je me suis dit que si j'étais avec Satan en enfer, ma vie elle aurait été plus belle et plus douce. Il me dit, le fait que j'ai pris un risque en voulant garder cet enfant, qu'il fallait que je vienne le voir une fois par mois. Chose que j'ai faite parce que du début de ma grossesse jusqu'à 4 mois, j'ai pris des bêta-bloquants. Et il m'avait dit qu'il fallait que j'arrête et que je mettais ma vie en danger parce que je n'étais plus sous traitement et que ce serait dangereux pour le fœtus. Il fallait que j'arrête ce traitement. Alors que j'étais contente d'être enceinte, là, ça a été l'enfer. Je vais le voir tous les mois. Ça dépend de son humeur. S'il était de bonne humeur, mon cœur allait. Si elle était de mauvaise, mon cœur, ça allait pas. J'ai un carnet de grossesse. Il met des contre-indications. Je perds les os vers minuit. J'arrive à la maternité, tout se passe mal. Tout le monde est affolé, cardiomyopathie. Une sage-femme veut que j'accouche normalement, alors que moi, il fallait faire une césarienne. On m'appelle une anesthésiste, on me fait la péridurale. Je suis affolée, j'ai palpitations, tellement de peur, je tombe presque dans les pommes de peur. 8h ou 7h30, docteur Alain arrive, et quand je le vois, qu'est-ce que je suis contente. Je me dis, enfin, il va me sauver de tout ça. Il se dispute avec toutes les infirmières, docteur Alain se dispute avec toutes les infirmières, qu'il fallait vite me descendre au bloc. On me fait une césarienne, j'ai mon enfant, tout va bien. Le lendemain, il monte dans ma chambre, à la maternité, puis il me dit « Marie, je suis venue voir ton enfant ». Bon, il jette un petit coup d'œil. Et il me dit « J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer ». Il me dit « Comme c'est une maladie héréditaire, ton enfant risque de l'avoir ». Je me mets à hurler, je me mets à pleurer. Il me reprend dans ses bras pour me calmer. Et il me dit « Écoute, tout va bien se passer, je suis là, tu m'emmèneras ton enfant quand il aura 5 ans. » Là, l'enfer a commencé. Là. C'est les pires années de ma vie. Et, mon fils dort, je mets la main sur son cœur. Une nuit, j'ai l'impression que son cœur ne bouge pas, je le secoue comme une folle. Je me retrouve souvent aux urgences dues à mes angoisses. Je m'en veux de ne pas l'avoir écouté, de ne pas avoir écouté docteur Alain. Parce qu'il m'a dit, tu vois, tu n'aurais jamais dû le faire et ne refais jamais plus d'enfants. Mon fils a 4 ans et demi. Je l'emmène voir docteur Alain pour une écho. On se retrouve dans les 6 mètres carrés, un monstre, avec mon fils horrible. Mon fils pleure, lui crie dessus, il veut pas lui faire l'écho, parce que mon fils bouge beaucoup. J'essaye de calmer mon fils, il fait l'écho, il me dit « ton fils n'a rien ». Je lui dis « vous êtes sûr et tout, vous voulez pas que je vous le ramène à 5 ans pour être sûr ?» Il me dit « non, je veux plus le voir ». Je pars avec mon fils, puis il me dit « il faut que tu reviennes, qu'on fasse une écho ». Je retourne le voir sans mon fils. Il me fait l'écho et il commence à me dire « depuis que tu as accouché, comment est ta vie sexuelle? Est-ce que tu couches ?» Il commence à me dire « moi j'adore faire l'amour à des femmes qui ont accouché, c'est plus excitant. » Je l'écoute, ça me choque, mais bon, je le laisse faire. Il m'a tellement parlé de ses histoires de cul, de ce qu'il allait me faire ou ce qu'il voulait faire, que je le laissais parler. Il m'enlève le gel et il me dit que j'ai bien fait d'allaiter parce que mes seins sont différents, sont plus gros. Et il insiste plus à m'enlever le gel, me toucher les seins.
Je trouvais pas ça bizarre. Il y a des liens qui se sont créés pendant toutes ces années, entre lui et moi. On se voit souvent et c'était le personnage, comme je dis, on a tous l'ami, qui parle de la bonne bouffe et lui, il était comme ça et je faisais avec et j'ai confiance en lui. En 2012, on m'annonce que j'ai une tumeur au sein, une tumeur bénigne, que je dois me faire opérer. Je prends rendez-vous avec docteur Alain pour avoir son avis et il me dit, «Surtout tu te fais pas opérer, à Manosque, à l'hôpital de Manosque, c'est tous des cons», c'est ses mots. Je vais dans une clinique privée. Il contacte l'anesthésiste pour lui donner, les consignes dues à ma cardiomyopathie. Je me fais opérer, tout se passe bien. Je retourne le voir, 1 mois après, ma tumeur pour voir un peu si ça n'a pas empiré, ma cardiomyopathie. Il me refait une écho et il me dit: «Mon Dieu, on t'a pas charcuté», le mot, je ne me rappelle plus, qu'on m'avait abîmé, mon sein. Il me fait l'écho, tout ça se passe toujours pareil, il enlève, il me dit: «Je vais être délicat et tout». Il me dit: «Je peux regarder ta cicatrice». Je regarde ma cicatrice. Ma cicatrice se trouve, au mamelon et il me dit: «Oh, il a fait du bon travail et tout va bien et tout, fais attention à toi». On en reste là, voilà. Il y a des gens que je connais me disent, que, c'est un mauvais cardiologue, qu'il est con, qu'il est méchant. Mais moi je prenais toujours son parti, je disais toujours: «Non, il est gentil, c'est un très bon médecin, un très bon cardiologue». Si je l'appelle, il me dit: «Viens maintenant». Je ne suis jamais allée ni dans son cabinet, ni en consultation externe, je me suis toujours retrouvée dans une salle de 6 mètres carrés avec lui. Je le vois en 2018 pour la première fois dans son cabinet privé. Il me dit qu'il part à la retraite. Moi, je suis affolée. Je panique, je me dis: «Je vais mourir sans lui, qu'est-ce que je vais devenir?» Il me dit qu'il va avoir un remplaçant et que, je serai entre de bonnes mains. Je vais, voir ma dentiste pour, des soins dentaires. Elle me demande de faire des examens complémentaires, chose que je fais et c'est là, avec mon docteur de famille, qu'on réalise que je n'ai jamais eu de cardiomyopathie. J'y crois pas, j'y crois pas, non. Je lui repose la question à mon médecin. Je me dis: «C'est pas possible qu'il m'ait trahi pendant 38 ans». Il me confirme, je me mets à pleurer, je me mets dans tous mes états, panique, crise d'angoisse. Toute la nuit, je dors pas. 1er jour, 2e jour, 3e jour, je mémorise toute mon histoire. Puis je me dis, «C'est pas possible qu'il m'ait menti à ce point». Je demande mon dossier médical à l'hôpital, je fais une demande à l'hôpital. Je contacte l'hôpital, je leur raconte mon histoire. Je vois le 5 juillet 2020 un médiateur à l'hôpital qui me confirme que docteur Alain m'a menti pendant 38 ans et pendant 38 ans, je n'ai jamais eu de cardiomyopathie. Il m'a dit d'aller au commissariat porter plainte. Chose que j'ai faite. J'ai porté, plainte contre, docteur Alain. La première chose que je fais quand j'ai su que je n'étais pas malade, je me suis mis à ma fenêtre, j'ai allumé une cigarette, j'ai regardé le ciel et je me dis: «Tu n'es pas malade, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir». Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, je vis encore comme une malade parce que je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Moi, ce que je veux, c'est que docteur Alain soit en face de moi et me dise pourquoi. Moi, je veux qu'il me dise pourquoi. C'est ça qui m'aidera à avancer. Pourquoi il m'a choisi?
Des fois, la dernière fois, je disais à mon docteur, peut-être que ce jour-là, je suis venue peut-être trop sexy, ou peut-être, moi je suis charmeuse dans la vie de tous les jours, c'est vrai, je parle facilement aux gens, ma soeur elle me dit, je rentre dans un endroit, la vendeuse ça devient ma meilleure amie. J'ai l'impression que c'est moi la fautive, que c'est moi la fautive. Je me dis, quand il me disait: «Je te fais l'amour» et trucs comme ça, pourquoi j'ai pas dit: «Quand même docteur, vous vous rendez compte comment vous me parlez?» Je l'ai laissé faire. J'étais une proie facile. Je l'ai trop laissé faire. À un moment, j'aurais dû dire stop. Quand il m'a dit: «Qu'est-ce que tu es mignonne», pourquoi je ne suis pas partie? Je suis allée toute seule. Parce qu'en fin de compte, moi j'ai perdu ma mère, j'avais 7 ans. Et mon père il est merveilleux mon père. On était livrés à nous-mêmes et quand je dis livrés, on allait au dentiste tout seul, on allait faire les courses. Moi, mon père, il travaillait, il était fonctionnaire, mon père. Je me dis peut-être que si j'étais allée avec mon père, peut-être qu'il m'aurait jamais, fait ça. Je suis sûre et certaine qu'il m'aurait dit: «Tu pas malade». Je me dis: «Pourquoi tu es allée toute seule? Ça y est, c'est arrivé, fais avec, tu peux pas retourner en arrière». Là, je prends des somnifères parce que mes nuits sont très dures. Je suis retombée enceinte à 17 ans et j'ai pas gardé l'enfant parce que j'avais trop peur et je me dis que si j'en parle pas, je l'ai effacé de ma mémoire et je l'avais vraiment effacé et ça m'est revenu quand il y a eu cette histoire. J'avais trop peur. Je me dis revivre ça. Et si cette fois mon enfant a la maladie, qu'il vive comme moi. Le jour où j'ai avorté, je voulais même pas écouter son cœur. J'ai dit ne mettez pas le cœur. Je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit au petit, je lui ai dit je suis désolée. Je peux pas te garder. Je peux pas te garder. Si tu vis ce que j'ai vécu, tu vas vivre l'enfer et je veux pas. Je lui en veux de m'avoir gâché 38 ans. 38 ans. Il m'a gâché mon adolescence, ma vie de femme, ma sexualité, ma grossesse, ma vie de mère, mon enfant. J'ai dit à mon enfant, à mon fils, que j'avais une cardiomyopathie et que je risquais de mourir. Et que s'il m'arrivait quelque chose, je ne voulais pas d'acharnement, qu'il me laisse partir. Qui fait don de mes organes, je lui dis sauf le cœur, parce que mon cœur, ce sera comme ça que je serai morte. Quand j'ai eu mon fils, j'ai dit à mes sœurs, à mes 2 sœurs, que s'il m'arrivait quelque chose, qu'elles prennent soin de mon enfant. J'ai fait plein de choses avec mon enfant. Je voulais qu'il ait plein de souvenirs avec moi. Je prenais des photos. Mon fils, il n'aimait pas les photos. Il me disait toujours: «Arrête maman». Je voulais qu'il ait des souvenirs. Je l'ai emmené à Walt Disney, il adorait les dinosaures. Je l'ai emmené à Paris voir les dinosaures. On est parti faire des stages d'archéologie, au ski. J'ai fait j'ai vécu avec lui à 100 à l'heure. Je me disais comme ça, au moins, si je meurs, déjà il sera entre de bonnes mains. Il sera avec mes sœurs. Et il aura plein de souvenirs avec moi. Et ce qui est le plus horrible dans cette histoire, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'a fait vivre, c'est rien. Mais quand je dis c'est rien, c'est rien. Le pire, c'est d'avoir annoncé à mon fils que j'étais une condamnée, que j'allais mourir à petit feu. C'est ça le pire qui m'a fait vivre.
J'ai jamais fait ma vie, je n'ai jamais vécu avec personne, jamais quel homme allait vivre avec une femme qui allait mourir, qu'il allait se retrouver veuf. J'ai eu des aventures, ça oui, des longues aventures, avec des hommes formidables, mais je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais vécu avec eux, pour pas qu'ils deviennent veufs. Il m'a tout gâché, tout. Un monstre. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 182, un témoignage recueilli par Anthony Lesme. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Anthony Lesme. Réalisation et montage, Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr. Steven Soderbergh, le réalisateur de la trilogie Oceans, revient avec un nouveau thriller d'espionnage. Où est-ce que tu vas? Confidentiel. The Insider, 6 espions. Il y a une faille de sécurité. Une taupe. Quelqu'un de chez nous a volé quelque chose. Une semaine pour la démasquer. Qui est le suspect? Ta femme. Michael Fassbender, Kate Blanchett, Pierce Brosnan. The Insider, le 12 mars au cinéma. Sport 2000. Allez, c'est parti chez Sport 2000 et je vois que ça bouge déjà. Madame Durand-Célon s'attrape à un premier article de marque. Oh là là, mais comment fait-elle pour tenir le rythme? Regardez, elle reste en mouvement et attrape un deuxième article de marque. Eh oui, vous le savez très bien, dans le sport, c'est quand ça bouge qu'on est gagnant. Et là, en plus, doublement. Va y avoir du sport chez Sport 2000. Du 3 au 16 mars, pour 2 articles achetés, le deuxième est à moins 50%. Sport 2000. Conditions et liste des magasins participants sur sport2000.fr. Rendez-vous dans votre magasin Sport 2000 le plus proche, à Pamiers. Les jeunes ne sont plus motivés quand on ne leur fait pas confiance. Au CFA Descartes, nous révélons et développons leurs compétences. En partenariat avec l'université Gustave Eiffel, nous formons chaque année plus de 3000 alternants du Bac+2 au Bac+5 dans les domaines du management, commerce, RH, digital, banque et compta gestion. Rendez-vous le 12 mars à nos portes ouvertes à la Cité Descartes, Champs-sur-Marne, pour rencontrer les équipes pédagogiques, les apprentis et les entreprises partenaires. Plus d'informations sur cfadescartes.fr. Chez Boursobank, vous économisez jusqu'à 252 € par an sur vos frais bancaires. Difficile de trouver mieux ailleurs, sauf dans le prochain morceau. Boursobank. Chez Bourso, y a des remises sur vos dépenses avec The Corner. Ne cherchez pas ailleurs. C'est vraiment nous, la banque la moins chère. Boursobank, classée banque la moins chère depuis 17 ans. Source Monevox sur les économies au 1er janvier 2025 et banque la moins chère selon Le Monde Panorama Banque de décembre 2024. Voir détail des profils, des études et des sources sur boursobank.com. The Corner réservé aux clients inscrits. Mais peut-on trouver 30% de remise immédiate sur tout Old El Paso? Tacos, tortillas, faritas, ça va être la fiesta à la maison. Ça met tout le monde d'accord. J'ai hâte. Moi aussi. Pendant la quinzaine des prix ultra bas dans vos magasins U et sur Consul.com du 4 au 16 mars, profitez de 30% de remise immédiate sur tout Old El Paso. Et avec cet achat, participez au grand jeu. U, des valeurs fortes et des prix bas. Valable sur tous les produits Old El Paso signalés en magasin pour un retrait jusqu'au 16 mars. Conditions et règlements sur magasin-u.com. Pour votre santé, bougez plus.